Merci. Tout d'abord, je dois remercier l'association ANTLM de m'avoir associé à ce tout premier congrès africain de biologie. Aussi, je remercie l'assistance et surtout le groupe tunisien qui s'est bien déplacé ici pour participer à ce grand événement. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble le contrôle interne de la qualité des méthodes quantitatives, qui est un volet du management de qualité au sein de nos laboratoires. Donc, le laboratoire de biologie médicale est un système complexe impliquant différentes étapes dans la réalisation des analyses. Ces étapes sont organisées en processus préanalytiques, analytiques et post-analytiques, faisant intervenir différents types de prélèvements, des modes opératoires, de personnel et de conditions de travail en fonction de l'analyse. S'ajoute la nécessité de maîtriser l'interprétation des résultats des examens pour aboutir au diagnostic biologique. Par conséquent, un système de gestion de la qualité englobe le système dans son ensemble et est primordial afin d'assurer un bon fonctionnement de laboratoire et une maîtrise du rendu du résultat. Le contrôle de qualité comprend deux volets. Le premier volet, c'est le contrôle interne de qualité, qui permet de vérifier principalement la fidélité et la justesse des résultats. Et le deuxième volet, c'est le contrôle externe de la qualité ou évaluation externe de la qualité, qui sert à la vérification de l'exactitude des analyses et facilite la comparaison avec d'autres méthodes. Donc, le contrôle de qualité interne est une exigence réglementaire en Tunisie par le guide de bonne pratique des laboratoires en 2011 et il est aussi une exigence normative de l'ISO 15189 version 2022. Il nous apporte la preuve de la maîtrise du système analytique. Donc, il contrôle le processus analytique seulement. Donc, il nous permet d'évaluer le processus analytique qui commence après le processus préanalytique et se termine par la validation technique des résultats. Il permet de détecter les erreurs pour les corriger immédiatement. Il est intralaboratoire, prospectif, permanent et concerne les méthodes quantitatives et aussi qualitatives. Donc, c'est l'ensemble des mesures prises par l'équipe du laboratoire pour évaluer en permanence la qualité des analyses effectuées et permettre une validation extemporanée des résultats obtenus. Il est réalisé au sein du laboratoire à l'aide d'échantillons de contrôle lors de la mesure d'échantillons biologiques de patients pour vérifier la maîtrise du processus analytique. Les erreurs détectées par ce contrôle interne de qualité à l'aide de ces échantillons sont le reflet exact de ce qui se passe avec les échantillons de nos patients. L'émission du contrôle interne de la qualité, c'est l'autorisation du passage des séries d'échantillons, la validation des séries d'échantillons, la vérification en continu de notre méthode d'analyse. Il apporte la preuve de la fidélité de notre méthode utilisée au laboratoire et aussi la justesse de nos résultats. Quels sont les spécimens utilisés pour le contrôle interne de qualité? Les matériaux de contrôle sont disponibles sous différentes formes. Ils peuvent être congelés, lyophilisés ou conservés chimiquement. Le matériel de contrôle peut être acheté, obtenu auprès d'un laboratoire central ou de référence, ou à défaut, fabriqué en mélangeant les sérums de différents patients en absence d'un CIQ commercialisé. Il est important de ne pas confondre un étalon et notre matériel de contrôle. C'est quoi un étalon? Ce sont des solutions avec une concentration spécifique définie qui sont utilisées pour mettre en marche ou calibrer un instrument, un kit ou un système avant le début de l'analyse. La mise en place du contrôle interne de qualité, c'est tout d'abord, on commence par informer le personnel sur les concepts du contrôle, rédiger la procédure de gestion des contrôles,
rédiger les instructions détaillées des règles d'interprétation du contrôle interne de la qualité, rédiger obligatoirement les limites d'acceptabilité qu'on a utilisées, préparer les formulaires des non-conformités et les formulaires des actions correctives entretenues, préparer les formulaires de contrôle des équipements, et enfin, l'archivage, il est obligatoire selon la norme minimum 1 année. Donc, passons à la partie statistique. Donc, pour suivre notre contrôle, on a besoin des paramètres comme la moyenne, l'écart type et le CV qui est le coefficient de variation. Il est inspiré en pourcentage. Après, ces données statistiques sont réétablies sur une carte qui s'appelle la carte Living Genig. Cette carte donc contient plusieurs zones. Tout d'abord, la moyenne plus ou moins un écart type, c'est la zone idéale. La moyenne plus ou moins 2 écarts types, c'est la zone de confiance. Et entre 2 et 3 écarts types ou moins et 2 écarts types, c'est la zone d'alarme. Et toutes ces zones constituent la zone de contrôle. Tout point dépassant cette zone de contrôle, elle est rejetée. Donc, cette zone de contrôle constitue, comme toute courbe gaussienne, 99% de 7,7% des points. Donc, on a notre système donc de contrôle échappe à notre système de contrôle 0,3% des non-conformités. Donc, passons aux notions. La fidélité, c'est quoi? C'est la répétabilité plus la fidélité intermédiaire. Elle représente l'étroitesse de l'accord entre les valeurs mesurées obtenues par des dosages répétés du même objet. Dans notre exemple, c'est les échantillons de contrôle. Donc, la répétabilité, c'est quoi? C'est d'analyser un même échantillon par un même opérateur, un même lot de réactifs, un même instrument de mesure et un même étalonnage. Le tout dans un délai le plus court possible. La fidélité intermédiaire, c'est de mesurer la capacité à générer les mêmes résultats de manière répétée d'un même échantillon dans le même laboratoire et avec des conditions différentes pendant une période de temps étendue. Donc, la fidélité représente la reproductibilité. Pour évaluer donc la fidélité, on a besoin du CV, le coefficient de variation. Donc, en comparant notre CV par rapport aux sociétés savantes, par exemple, en biochimie, on utilise la Société française de biologie clinique, SFBC, ou aussi on peut utiliser le RICOS, en hémostase GEHT, groupe de travail, thrombus et hémostase. Passons à la deuxième notion, c'est la notion de justesse. Donc, le contrôle interne de qualité nous permet tout d'abord d'identifier donc la fidélité, mais aussi nous permettent de vérifier notre justesse. Par quel moyen? C'est par le biais. Le biais, c'est le moyen du laboratoire, moins la valeur dite vraie. Cette valeur dite vraie, elle peut être soit réalisée par le contrôle interne de qualité externalisé, c'est-à-dire plusieurs laboratoires qui utilisent le même lot d'échantillons du contrôle interne de qualité, confrontés entre eux par l'établissement périodique des moyennes, ou tout simplement par la moyenne du fournisseur qui nous donne le spécimen du contrôle interne qualité. C'est lui qui a fait donc la moyenne, le calcul de la moyenne des laboratoires qui ont utilisé le même lot de contrôle. Donc le CV nous permet de suivre la fidélité de notre méthode et la moyenne donc nous permet à suivre la justesse par le terme de biais. Donc, on appelle ces deux fidélité et justesse. Donc, ce sont des performances, des caractères de performance de notre méthode d'analyse.
Ces performances analytiques des méthodes sont évaluées à partir du contrôle de qualité. On parle là du contrôle interne de qualité pour la fidélité et la justesse, mais aussi le contrôle externe de la qualité par l'exactitude. Donc, le contrôle interne de la qualité nous permet de vérifier la fidélité par l'intermédiaire de CV. Il nous permet de détecter les erreurs aléatoires. Le contrôle interne de qualité par rapport aux fournisseurs nous permet de vérifier la justesse par le biais. Elle nous permet de distinguer les erreurs systématiques, et l'évaluation externe de qualité nous permet donc de détecter les erreurs d'inexactitude par le degré d'inexactitude. Donc, voilà les cas de figure qu'on peut trouver. Donc, soit cas idéal, donc notre courbe, elle est superposée à la courbe initiale. Soit on a des erreurs aléatoires, donc notre courbe, elle est juste, mais elle est donc imprécise. On voit qu'elle est aplatie. Ou bien on aura les erreurs systématiques, donc on a la même courbe, mais avec un biais, un décalage entre les deux courbes. Et les erreurs grossières, donc on a les deux erreurs, justesse et fidélité. Donc on a un décalage et avec une courbe aplatie qui n'est pas conforme à la normale. Donc pour récapituler, donc plus on a plus notre CV est grand, plus on a une mauvaise précision, plus notre biais est grand, on a une mauvaise justesse. Donc les trois types d'erreurs qu'on distingue, donc les erreurs aléatoires, donc on est peu fidèle mais juste. Les erreurs systématiques, on est fidèle mais pas juste, on a un biais. Et les erreurs grossières, on n'est ni fidèle ni juste. Passons maintenant à la deuxième partie qui est les règles de Westgard. Donc, c'est quoi Westgard? C'est un système multi-règles qui est un concept statistique qui combine des critères de décision ou règles pour évaluer si un système est sous contrôle ou non. Au moins 2 niveaux de contrôle sont nécessaires. Et on utilise un logigramme de plusieurs règles qui est maintenant la nouvelle version 1,3S, 2,2S, R4S, 4,1S, 10X et 7T. On va commencer par les règles de rejet. On a la règle 1,3S, c'est-à-dire lorsque la valeur s'écarte de plus 3 écarts types ou moins 3 écarts types de la moyenne. La deuxième règle de rejet, c'est quand on a 2 contrôles successifs qui dépassent les 2 écarts types, au moins 2 écarts types, c'est-à-dire du même côté. La troisième règle de rejet, c'est R4S, c'est-à-dire entre la valeur la plus élevée et la plus basse, on dépasse 4 écarts types. Passons maintenant aux règles d'alarme. Avec la toute première règle, c'est 4,1S. C'est quoi? Si 4 contrôles successifs dépassent un écart type du même côté de la moyenne. Comme vous voyez sur la courbe. Et on a aussi la règle 10X, c'est-à-dire si 10 valeurs consécutives du même niveau ou plusieurs niveaux, quand on utilise 2 niveaux de contrôle, sont situés du même côté de la moyenne. C'est-à-dire soit en dessous de la moyenne ou en dessus de la moyenne. C'est un écart constant par rapport à la moyenne. Et la dernière règle d'alarme, c'est la règle 7T. C'est quoi 7T? On l'appelle trend. C'est lorsque 7 points consécutifs varient à la hausse ou à la baisse, on observe une dérive, comme vous voyez en rouge dans la courbe suivante. Donc, en voyant cette courbe-là, d'après vous, est-ce qu'on est dans le cas idéal ou on a quelques anomalies du contrôle interne de qualité par rapport aux règles Westgard?
Voilà, donc c'est une courbe de distribution normale. Les valeurs sont réparties au hasard, de part et d'autre de la moyenne, homogène et régulière, zone de contrôle et de confiance. Tous les points sont dans les zones de contrôle et de confiance. Vous voyez ensemble, nous voyons ensemble cette nouvelle carte. Que pensez-vous? On a plusieurs donc anomalies. Tout d'abord, on a un 3S, 2S, R4S, 4-1S et 10X. Donc, quelle est la conduite à tenir devant une erreur du contrôle interne de qualité? Il faut établir un lien entre le type d'erreur et les causes possibles en utilisant une méthode systématique et logique. Ne changer qu'une seule composante à la fois avant de vérifier le contrôle. Donc, vérifier l'efficacité de la correction et n'oubliez pas la documentation. Il faut tracer. Donc, pour les règles de rejet, les HOMA 1.3S, R4S et 2.2S, donc la cause la plus possible, c'est l'échantillon de contrôle. Donc, soit un changement de lot, soit une erreur de positionnement, c'est-à-dire d'autres analytes sont alors perturbés. Les fameux erreurs de positionnement, les échantillons de contrôle, soit mauvaise reconstitution. Les résultats de tous les paramètres taqawum varient alors dans le même sens. Soit mauvaise conservation, chute des concentrations pour certains paramètres et augmentation pour les autres paramètres. Soit le concept congélation, décongélation du contrôle vérifié avec un spécimen frais. L'autre cause qui est moins fréquente, c'est le personnel, c'est-à-dire l'exécution incorrecte de la méthode, paramétrage de l'analyse sur l'équipement ou maintenance de l'instrument non respecté. Et à la fin, une alimentation électrique instable. Donc voilà les causes qui nous permettent donc d'identifier les erreurs de rejet. La conduite à tenir, le technicien biologiste apporte la correction en fonction de la cause, repasse le contrôle interne de qualité et vérifie que sa valeur est située dans les limites de contrôle. Il écarte la valeur erronée du contrôle interne de qualité et la remplace par la nouvelle valeur. Il signale cette action sur un tableau situé en dessous de la carte du contrôle. C'est la traçabilité. Passons maintenant aux règles d'alarme. Donc, tout d'abord par les erreurs systématiques progressives, les IS7T. Donc, la cause la plus probable, c'est l'étalonnage. Il faut réétalonner le paramètre en première intention et contrôler l'étalonnage. Si l'étalonnage ne règle pas le problème, il faut s'assurer que l'étalon a été correctement conservé et reconstitué. Il faut observer la valeur et l'évaluation du signal, la date de péremption de l'étalon, vérifier que le titre de l'étalon a été correctement choisi en fonction du lot de l'étalon et de la technique utilisée au sein de notre laboratoire et qu'il a été correctement programmé sur l'automate. La deuxième cause, c'est la défaillance progressive d'un composant de l'équipement interne. Détérioration de la lampe, le filtre de l'automate, accumulation progressive de débris dans les tubulures de l'échantillon, le système échantillon réactif, vieillissement des réactifs, détérioration progressive des matériaux de contrôle. La conduite à tenir, le technicien biologiste examine la documentation relative aux vérifications du fonctionnement de l'équipement, donc le cahier avec l'automate et les notices réactives avant de prendre des mesures pour l'élimination de la cause du problème. Identifier là où les causes probables, mettre en place les actions une après donc l'autre jusqu'à correction de la dérive et tracer ces actions sous la courbe. Donc, la deuxième règle d'alarme, les erreurs systématiques avec décalage, 4-1S et 10X. La cause la plus probable, c'est le réactif. Il faut voir s'il y a changement de lot,
mauvaise reconstitution. Il y a des réactifs comme, je sais pas, la lipase où nécessite donc une reconstitution du réactif A dans réactif B. Mauvaise conservation du réactif, température, etc. Changement de formulation. Donc le réactif donc a changé. On a un changement dans le réactif. Date de stabilité. Il faut vérifier la date de stabilité, la date de péremption, ou s'il y a ou non une contamination qui peut se voir à l'œil nu avec le changement de la couleur du réactif. La deuxième cause probable, c'est l'étalonnage. Donc, récent, non, il faut voir s'il est récent, l'étalon, non conforme, transcription des valeurs lors de changement de l'eau du contrôle. Donc, la conduite à tenir par le technicien biologiste, en fonction de l'analyse des risques, identifier la cause la plus probable à l'origine de ce décalage. La correction, il faut prendre l'action corrective, passer à nouveau le contrôle interne de qualité et vérifier le résultat sur la carte. Si le décalage est corrigé, tracer la cause donc de l'erreur et la correction entretenue. Sinon identifié, on passe par ordre donc chronologique à la deuxième cause la plus probable. Pour conclure, donc, le contrôle interne de qualité est la responsabilité de toute l'équipe du laboratoire d'analyse médicale. Donc, il évalue la fidélité et la justesse des analyses. Donc, quand on parle d'un résultat fiable, il faut toujours penser qu'on a besoin de deux types de contrôle. Contrôle interne de qualité qui nous permet d'identifier la justesse et la fidélité, et un contrôle externe de qualité qui nous permet d'identifier l'exactitude de nos résultats. Donc, fidélité plus justesse plus exactitude est égal résultat fiable. Donc, mais le contrôle interne de qualité n'est pas indépendant et objectif, d'où la nécessité de participer à un contrôle externe de la qualité pour évaluer l'exactitude de nos méthodes utilisées au sein du laboratoire. Et je vous remercie pour votre attention.